Des objets scientifiques affichés comme des trophées. Une étagère qui se veut le modèle réduit de l'univers. Les ambassadeurs peuvent apparaître superficiellement comme un manifeste de la science moderne. Mais quel était vraiment l'état de la pensée scientifique à cette époque? Pour le savoir, Michel Blay, ancien professeur de physique au lycée, directeur de recherche au CNRS, auteur de nombreux ouvrages de philosophie des sciences, et Michela Malpangotto, chercheur au CNRS et historienne des sciences à l'Observatoire de Paris, nous ont rendu visite au canal éducatif. Première question, quel était le modèle scientifique traditionnel en vigueur à l'époque des ambassadeurs? Le modèle traditionnel, c'est le modèle de Ptolémée et d'Aristote, et l'univers, qui est un univers clos, est décomposé en deux grandes parties. Un monde sublunaire, qui est la partie sous la Lune, c'est-à-dire entre la Lune et la Terre, et la partie supralunaire, qui est la partie entre la Lune et le reste du monde. Ce reste du monde, lui, est le monde de la perfection, des mouvements circulaires parfaits des planètes, c'est-à-dire un monde idéal. Il n'y avait pas de vide dans ce monde-là, et les sphères qui portaient les planètes, c'était des sphères solides. Tandis que le monde sous la Lune, le nôtre, c'est le monde, disons, du désespoir, de la corruptibilité et du devenir, c'est-à-dire le monde de la temporalité. Donc les deux mondes sont complètement séparés, ce qui est une différence radicale par rapport à notre monde d'aujourd'hui, et c'est ça qui est tout à fait important, qui est un monde homogène. Il n'y a pas de différence, les lois sont les mêmes sur la terre et dans les cieux. À l'époque, les lois ne sont pas les mêmes sur la terre et dans les cieux, ce qui change quand même beaucoup de choses dans le rapport de l'homme à Dieu. D'accord, et donc à titre de complément, cette coupure qui peut nous paraître effectivement bizarre aujourd'hui, quelle raison on avait d'y adhérer à l'époque? Si on est un observateur, disons, je dirais naïf, et que vous regardez vers le ciel, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la Lune qui tourne autour de la Terre, et après quelque chose d'autre, c'est-à-dire rien d'autre ne ressemble à la Lune, et lorsqu'on regarde le ciel la journée, on a quand même l'impression d'une voûte, et la nuit aussi d'une voûte. C'est-à-dire que ce monde n'avait pas de raison d'être mis en cause, parce que pour une part, il ressemble beaucoup à ce que la perception donne. Comme d'ailleurs le fait que la Terre soit immobile semble assez évident pour qui est sur la Terre en ce moment. Que la Terre bouge, c'est quand même quelque chose d'assez bizarre, et d'y croire encore plus, à mon avis. Donc mettre tout ça en cause n'allait pas du tout dans le sens d'une expérience commune. Donc il y a une coïncidence entre la construction théorique et l'expérience, disons, commune de chacun. Il y a aussi la force de la religion, donc du fait que ce monde qui arrive de l'Antiquité a été intégré avec la conception religieuse, si on veut, du monde, donc le rôle de l'homme au centre du monde, le rapport avec Dieu, donc ça aussi a renforcé cette conception. Quand on accorde la théologie, l'ontologie et l'expérience commune, on a un univers très stable. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Oui, d'accord. Et alors justement, à cette époque, est-ce que ça commence à craquer? Est-ce qu'on commence à se poser de sérieuses questions sur ce modèle? Je pense que c'est un long mouvement intellectuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à un certain moment, il va y avoir l'arrivée de Copernic, il va se passer quelque chose de radical. Le Moyen-Âge n'est pas une période d'obscurité. Ce ne sont pas les Lumières, mais ce n'est pas l'obscurité non plus. Beaucoup de gens travaillent, les universités sont créées, on travaille dans les universités, on réfléchit, on se pose des questions. Bien sûr, on ne se pose pas les mêmes questions que nous, mais lorsqu'on se pose des questions, c'est des questions qui interrogent le système. Et à la longue, le système, progressivement, s'effrite. L'approche à l'astronomie, c'était ça va un petit peu changer. L'approche, c'était pas trop une approche technique à l'astronomie, mais c'était une approche plus qualitative. Donc le phénomène était observé, mais il n'y avait pas trop, l'observation n'était pas réalisée. Donc il n'y avait pas des observatoires stables avec des grands instruments. Ça remonte à la culture arabe. Après, on a une interruption. Et ce sera Tycho Brahe qui commence à donner l'importance aux observations, donc aux données, à l'interrogation du monde tel qu'il est. Et pourtant, il y avait des tables astronomiques qui étaient faites. Oui, mais le problème, c'était en fait que les tables astronomiques dérivaient de la tradition arabe. Elles avaient été un petit peu corrigées, mais elles n'étaient pas été refaites. Donc l'observation, c'était avec des instruments portables, donc de petites dimensions. La perfection, il n'y avait pas presque.
Et ça ne permettait pas une vraie correction. Et c'était l'attitude mentale, si on peut dire, qui n'était pas celle qui se développera après Copernic. On n'interroge pas la vérité, la réalité céleste. Alors, le fait d'avoir découvert l'Amérique, d'avoir exploré sur la Terre et d'avoir découvert, je dirais, de manière factuelle un monde dont on ne soupçonnait pas l'existence, est-ce que ça a joué un rôle dans les interrogations sur la structure de l'univers? Évidemment, ça fait partie de ce dont je parlais tout à l'heure, des effritements. C'est-à-dire que là, l'univers, enfin le monde, la Terre, semble peut-être ne pas être exactement comme on pensait qu'elle l'était. Oui, et puis aussi les grands voyages d'exploration, on sort de la Méditerranée, donc on a aussi besoin d'autres instruments, donc aussi l'observation pour se repérer mieux. Donc ce n'était pas la côte qu'on a à la vue, mais il faut se repérer, s'orienter. Et donc là aussi, on a une demande à l'astronomie. À partir du moment où on décide de quitter de vue les côtes, on prend des risques extraordinaires, surtout quand on va sur des mers que l'on ne connaît pas. La partie sud de l'Afrique est totalement inconnue à la fin du 15e, autant que je sache. Donc c'est les moments où on commence à aller se promener par là, à prendre des risques, et on imagine que d'autres connaissances, disons, une certaine psychologie peut être transformée. Ça ne résout pas le problème du mouvement de la Terre, mais ça rend possible de penser d'autres choses. Alors justement, il faut qu'on essaie d'être assez, disons, méthodique sur ces moments d'effritement. Est-ce qu'on peut essayer d'en faire l'historique, ou en tout cas avoir quelques points de repère sur la fameuse réflexion, vous dites, de savants, d'universitaires? Je pense qu'il y a Aristote, ça c'est une chose, qui est quand même au cœur de la scolastique. Et puis, il y a la tradition des humanistes qui consiste à relire effectivement des textes et à retrouver des textes. On retrouve le texte de Lucrèce, c'est-à-dire de l'atomisme ancien, qui fait, même si l'atomisme n'avait pas été totalement oublié, qui refait, disons, fortune, en particulier dans l'Italie du 15e, 16e. Donc là, l'atomisme, par sa façon d'être, s'oppose à l'aristotélisme et pose des questions à l'aristotélisme. Il ne faut pas oublier qu'il y a un autre courant, qui est un courant qui va prendre de l'importance au XVIe, c'est le courant de la tradition archimédienne et des mathématiques archimédiennes, qui va venir converger aussi. Et c'est un autre courant de mathématiques, mais il fallait encore retrouver les textes d'Archimède et les relire, et être capable de les lire. Donc c'est en ce sens qu'il y a Aristote, mais il y a d'autres savoirs qui, à partir du XIVe, XVe siècle, viennent s'ajouter et sont des outils, disons, pour travailler le corpus scolastique. Il n'y a pas seulement la découverte de textes nouveaux, mais il y a, à mon avis, plutôt l'ouverture à écouter différentes voix, différents points de vue. Donc, il n'y a pas seulement Aristote, mais il y a aussi d'autres philosophies, d'autres théories mathématiques, d'autres approches aux mathématiques ou à l'astronomie. Donc, ce qui est important, à mon avis, c'est cette ouverture. Donc, pas un seul point de référence, pas une autorité, justement, mais d'autres autorités. Au moment de la Renaissance, on se fait une idée, disons, plus pluraliste de la réflexion en Grèce. Quand on se fait cette vision un peu pluraliste des Grecs, quels sont les principes peut-être qu'on découvre? C'est les conditions de possibilité de tout à l'heure. Ils sont dans la liberté. Copernic apparaît en 1543, la publication de l'ouvrage définitif. Mais est-ce qu'il y avait des raisons à ce moment-là d'être ou de ne pas être copernicien? C'est un choix intellectuel qu'ont fait certains. Ce n'était pas une évidence. Pas du tout. Copernic pouvait tomber parfaitement en déshérence si personne ne le reprenait comme un système effectif. Il n'y avait pas de nécessité à adopter Copernic, je le crois fortement. D'ailleurs, dans l'Antiquité, on a eu un modèle de système copernicien, personne ne l'a adopté. L'idée que la Terre tourne plutôt que le Soleil avait déjà été envisagée, mais n'avait jamais été adoptée. Il fallait, pour l'adopter, être capable de penser que le monde était totalement différent de celui que l'on a devant les yeux. Et que ça, c'était possible. Et c'est là où il y a quelque chose qui a été, disons, ouvert par les grands voyages, comme vous disiez tout à l'heure. Un monde différent est possible, pourquoi pas. Et quand Galilée va regarder ce qui se passe sur la Lune, en fin de compte, il prend une caravelle pour aller voyager. C'est la même chose. Il prend ce risque-là. Mais il est convaincu, puisqu'il regarde,
qu'il y a quelque chose à voir qui n'est pas ce que l'on croit qu'il est. Donc c'est ça. Et ça, c'était possible. Je ne pense pas que 2 siècles plus tôt, c'était possible. Il y a une contingence dans cette affaire. Donc vous dites premier élément décisif, donc la redécouverte des textes grecs. Oui. Et autre élément décisif? Bon, les voyages, ça vous l'avez dit. Les textes, relecture des textes grecs, prise en compte des textes grecs dans leur nouvelle diversité. Il n'y a pas d'amélioration réelle des instruments d'observation. C'est une transformation absolument conceptuelle. Alors, d'aucuns vous diraient, oui, mais il y a les artisans, les ingénieurs et tous ces gens-là. Oui, mais enfin, il y a les artisans, les ingénieurs depuis très longtemps, et il ne s'est rien passé. Hein, des ingénieurs et des artisans, il y en avait en Chine, et à ma connaissance, ils ne sont pas devenus pour autant coperniciens, ils n'ont pas créé la science moderne. Il y a un personnage, il y a un texte dont on n'a pas parlé depuis le début, et qui me paraît un texte important, c'est Euclide. C'est le texte de l'Antiquité qui effectivement traverse tout le Moyen-Âge, et par sa structure même, donne l'exemple de la manière qu'il faut suivre pour construire un discours correctement construit. Je veux dire par là que le texte d'Euclide, les éléments d'Euclide, définissent des concepts, définissent des procédures et construisent une mathématique. Or, le texte d'Euclide, en ce sens, sera repris par tous les savants au XVIIe du point de vue de sa structure, c'est-à-dire concept, structure mathématique, démonstration. Bon, hypothèse et autres, enfin tous. Et ça, c'est probablement l'un des textes les plus importants de l'Antiquité qui retraverse tout le Moyen-Âge, parce que c'est un texte qui constitue le savoir mathématique en tant que savoir, et non pas en tant que procédure calculatoire diverse. Il ne joue pas un rôle décisif dans la construction de l'astronomie, et probablement pas au moment même de la révolution scientifique, mais il est un texte qui travaille au niveau de la construction de la pensée rationnelle pendant toute la période médiévale et la Renaissance. De ce point de vue-là, si on prend les Principia de Newton, qui sont une certaine forme en 1787, l'aboutissement de tout ça, ils sont construits exactement comme les éléments d'Euclide. Vous parlez justement de la logique d'Euclide et de la logique d'Aristote. En quoi c'est des logiques qui ne sont pas strictement du même type? Aristote, c'est une chose, mais Aristote, c'est aussi les analytiques d'Aristote, c'est aussi le travail sur la logique. Donc il n'y a pas une rupture entre les éléments d'Euclide et Aristote. Sauf que lorsqu'on parle d'Aristote médiéval, on parle surtout de la physique d'Aristote, qui est une chose, alors que les éléments d'Euclide sont devenus un objet de mathématiques, on dirait presque un objet de mathématiques pure. Donc c'est là où est l'écart. Ce qui va se passer, c'est le rapprochement des deux à un certain moment, de la physique, et des mathématiques euclidiennes. Oui, ce qui va changer, c'est la possibilité d'appliquer la méthode d'Euclide, donc la méthode mathématique, à la philosophie naturelle, à la physique. Donc jusque-là, la physique était interrogée par la voie de la logique d'Aristote, si on veut. Mais à un moment donné, on prend en compte la possibilité, là peut-être c'est Archimède qui joue un rôle important, donc on peut interroger la nature aussi en employant les méthodes de la géométrie, des mathématiques. Donc. Alors qu'est-ce qui bloquait justement cette faculté chez Aristote? Les mathématiques sont un savoir vrai. Est-ce que ce savoir vrai, voire idéal, qui relève de la perfection des choses, peut être appliqué sur Terre? Ce n'est pas sûr. Or, toute l'importance de la révolution qui se passe au XVIe, XVIIe siècle, c'est un peu d'avoir fait, d'avoir transporté la perfection des cieux, perfection mathématique des cieux, sur Terre. En ce sens, la physique terrestre devient aussi parfaite que la physique céleste, puisqu'elle est susceptible d'être mathématisée, ce qui n'était pas le cas avant. Les deux étaient bien séparés. Et ça permettait comme ça de casser le monde en deux, perfection et non-perfection. Mais si on fait descendre la perfection sur Terre, il n'y a plus qu'une seule physique. Or, c'est bien ça qui se passe, par exemple, avec Copernic. Lorsqu'on condamne Galilée, mais la première condamnation, ou même les autres, on demande à Galilée de considérer que Copernic est une hypothèse et non pas la réalité du monde.
Alors il dit oui, bon. Mais en affirmant que c'est la réalité du monde, ça veut dire qu'on entre dans une autre réalité que celle qui était la réalité théologique précédente. Donc le monde devient quelque chose que l'on peut penser. C'est tout à fait, et dont on peut dire des choses qui ne sont pas les choses révélées par la Bible ou, disons, coordonnées par l'ancien système aristotélicien. C'est vraiment la fin d'un monde. Donc ce monde, au moment où les ambassadeurs se réalisent, il y a deux coupures finalement. Il y a une coupure dans le système entre le monde sublunaire et supralunaire, et il y a cette coupure effectivement entre le monde des mathématiques et les objets de la physique. Donc est-ce que ces deux coupures, elles ont un rapport? La question se joue de savoir si effectivement, toujours ces entités idéales, pour faire le plus simple possible, sont susceptibles d'être des outils pour penser la réalité. On peut prendre un exemple très très simple. Par exemple, le cas du mouvement. Pourquoi est-ce que le mouvement circulaire est un mouvement parfait, et celui des cieux, mouvement parfait? En quoi est-il parfait? Pour nous, il n'est pas spécialement parfait, le mouvement circulaire. Il est parfait parce que c'est un mouvement sans commencement ni fin. Parce que ce qu'il est très difficile de penser, c'est le commencement et la fin des mouvements. Puisque ce sont les paradoxes de Zénon. Comment penser un mouvement qui commence, on peut toujours dire qu'il commence, mais s'il commence, si on prend la thèse du continu, on peut toujours diviser quelque chose en autant de parties que l'on veut, et il faudra un temps infini donc pour commencer le mouvement et autant pour s'arrêter. Donc l'une des réponses à cette question, c'est de supprimer le commencement et la fin du mouvement, et donc de se placer dans un mouvement circulaire. Donc les cieux, mouvement circulaire. Sur Terre, on voit bien que tous les mouvements continuent et finissent. Et on ne peut pas les mathématiser, car on ne peut pas mathématiser le commencement et la fin d'un mouvement. Ce n'est pas possible. Donc on est dans une situation où immédiatement on voit que pour le phénomène le plus courant de la Terre, c'est-à-dire le mouvement, c'est ce qui est le plus habituel, ce que l'on voit, ça, c'est impossible d'utiliser le discours mathématique pour le saisir. Et c'est bien ce que fera Galilée dans un coup de force. Il dit « je considère que le mouvement est continu ». Mais on lui dira vers la fin du XVIIe, « mais de quel droit vous dites ça ?» Puisque quand on voit un objet tomber, on ne le voit pas passer par tous les degrés de vitesse. On a l'impression qu'il commence avec un degré de vitesse. S'il passe par tous les degrés de vitesse, c'est infini, et M. Galilée dit n'importe quoi. Or, c'est un coup de force qui lui permet de mathématiser le mouvement, c'est-à-dire de faire entrer l'idéalité mathématique dans le monde terrestre. Mais avant lui, personne n'a osé le faire. Alors, par rapport finalement à ce modèle traditionnel qu'on avait fait pour l'ambassadeur, qu'est-ce qu'apporte Copernic? C'est effectivement le changement de place entre la Terre et le Soleil. Donc, l'univers reste un univers fermé, mais le centre du monde n'est plus occupé par la Terre, il va être occupé par le Soleil, et la Terre est placée dans la quatrième sphère. Dans l'univers précédent, on avait une Terre immobile, on avait la Lune et au-delà, les 5 planètes qui étaient portées par des sphères éthérées toujours, avec leur propre mouvement, chacune avait son mouvement, mais il y avait, on s'arrête seulement sur le mouvement le plus visible, c'est le mouvement diurne, qui fait que les astres, les étoiles fixes et les planètes se lèvent au matin et se couchent le soir. Donc c'est une évidence, celle-là, qui était expliquée dans cette conception du monde par un mouvement attribué à la dernière sphère, donc la sphère qui portait les étoiles fixes, qui effectuait une rotation énorme dans le temps de 24 heures et qui imprimait ce mouvement à tous les corps célestes au-dessus d'elle. Donc c'était une rotation impressionnante et la Terre était ferme au centre, immobile au centre. Et ça aussi, ça relève des lois, on peut dire des principes de la physique ou de la cosmologie aristotélicienne qui voulait que chaque planète, chaque sphère planétaire avait son mouvement propre et la sphère des étoiles fixes avait son mouvement propre, c'était le mouvement diurne qu'elle transmettait par contact à toutes les sphères inférieures. Alors là, avec l'hypothèse de Copernic, on a une Terre qui est sphérique et qui a plusieurs mouvements. Donc c'est une véritable révolution. Donc on a le monde de l'imperfection qui est placé dans le monde de la perfection et on a une Terre sphérique qui a comme mouvement son propre le mouvement diurne. Donc ça permettait à Copernic d'arrêter ce mouvement énorme de toute la sphère. Et en plus, la révolution annuelle et d'autres petits mouvements qui corrigeaient un petit peu les positions.
D'où est-ce que c'est venu? Était-ce une fantaisie de son imagination ou est-ce qu'il y avait des raisons? Quelles étaient ces raisons? On ne peut pas dire qu'il y avait des raisons d'observation astronomique. Ça, il y avait des raisons peut-être pythagoriciennes, de mettre plutôt le Soleil au centre, et peut-être, ce que je crois ferme plus, des raisons esthétiques. C'est ce qu'il dit d'ailleurs au début de son traité, le monde est plus simple et plus beau si le Soleil est au centre et que les planètes tournent dans des mouvements circulaires autour. Cela apporte une simplicité par rapport au système ancien de Ptolémée, mais ce n'est pas l'observation qui guide ça. Mais l'observation ne guide jamais rien. Elle dit vaguement des choses, mais c'est tout. Du point de vue d'un observateur terrestre qui observe les astres, bon, il constate que pour rendre compte de certains mouvements, par exemple de rétrogradation du mouvement des planètes, il est obligé d'introduire en supplément du mouvement circulaire des petits mouvements circulaires qui se combinent avec les autres et qui permettent, en n'utilisant que des mouvements circulaires, de rendre compte de la complexité observationnelle réelle du mouvement des planètes. Voilà, je crois que c'est ça. Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'à fur et à mesure des observations de l'ensemble des planètes, on rajoute, disons, à l'infini, des petits mouvements toujours sous forme circulaire ad hoc. C'est-à-dire qu'on n'explique rien, on rend simplement compte des difficultés observationnelles. Et donc le système devient extrêmement compliqué, très difficile, et d'un certain point de vue, le geste copernicien consiste à tout jeter et à reprendre des mouvements circulaires, mais à partir d'un centre qui devient le Soleil. Donc ce n'est pas de nouvelles observations, c'est un principe de simplicité qui gouverne la réorganisation du système. D'accord. Alors est-ce qu'on peut juste quand même expliquer un tout petit peu plus clairement que quand on regarde les étoiles de manière un peu attentive, il y a c'est quoi ce mouvement de rétrogradation? Parce que honnêtement, moi je ne l'ai jamais vu. Donc ça veut quand même dire qu'à l'époque on observait assez pour voir ça. Alors c'est quoi est-ce que vous pouvez expliquer comment sont nés ces petits mouvements circulaires mis dans des petits mouvements circulaires Oui, surtout on a deux problèmes. Quand on observe les planètes, on peut remarquer soit qu'après un mouvement, disons, direct, on a un moment où la planète s'arrête, après il remonte, il s'arrête et il recommence. Mais en correspondance avec cette rétrogradation, on a aussi une variation de luminosité qui fait que la planète semble être plus lumineuse, donc se rapprocher à l'observateur terrestre pendant qu'elle a son mouvement de rétrogradation. Et donc, en fait, c'était ça que l'univers pur d'Aristote n'expliquait pas. Donc, une planète placée dans une sphère concentrique au centre du monde, donc au monde, à l'observateur, ne pouvait pas avoir soit cette rétrogradation, mais ça, on pouvait la corriger avec des sphères supplémentaires, qui faisait un petit peu changer la rotation, mais on ne pouvait pas changer la distance. Et alors là, c'est Ptolémée en fait qui reste dans le principe des mouvements circulaires, pour garder la perfection de ce mouvement, mais qui dit on doit combiner des mouvements circulaires. Alors on considère un cercle qui porte le centre d'une petite cercle sur lequel donc on place la planète. Et donc la planète se meut de ce mouvement circulaire autour d'un centre qui est porté par un autre cercle. Et donc Copernic permet de se débarrasser de tout ça. Oui, mais en effet, les modèles planétaires de Copernic restent quand même compliqués. Donc ça explique aussi ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que même le De Revolutionibus, même s'il a été imprimé, donc il a eu une diffusion, il était très difficile, ce n'était pas un manuel. Et le même Copernic, il le dit dans son introduction, mathématiques, mathematici scribuntur. Donc les mathématiques, c'est-à-dire l'astronomie, est écrite pour les astronomes.